Bonjour, alors aujourd'hui ce qui va nous occuper un petit moment, mais pas trop, c'est le théorème de la base incomplète, que tout le monde connaît, en tout cas je suppose, mais dans sa version continue. Dans sa version continue, ça veut dire qu'on va être sur R, et je vais partir d'une version déjà du TBI, c'est si U est différent de 0 dans Rn, d'accord, donc U est libre, d'accord, donc il peut se compléter en une base. Donc il existe une base E1 jusqu'à En de Rn, telle que U est égal à E1. Ça, c'est quelque chose d'élémentaire en algèbre linéaire, c'est presque le premier pas, le fondamental. J'en veux une version continue. Alors ça veut dire quoi une version continue? Je pars de Rn moins 0, donc c'est là qu'habite mon élément U, et je veux l'envoyer dans Rn croix Rn, etc., n fois, vers un n-play, E1 de U jusqu'à En de U, qui constitue une base, et tel que E1 de U est égal à U. Alors maintenant, la continuité de cette application, c'est ce que j'exige finalement, eh bien, ça revient à quoi? Ça revient à dire la chose suivante, on part de Rn-0, on va dans gln de R, vous voyez que gln de R, et ça, c'est finalement la même chose, puisqu'on écrit en colonne ces vecteurs-là, et ça va nous donner une matrice inversible. Et en fait, on a de gln de R dans Rn-0 une application que je vais appeler Pi1, c'est-à-dire c'est la projection sur la première colonne, d'accord, voilà, qui est finalement non nulle, qui est continue, hein, c'est une projection. Et ce que l'on cherche, c'est finalement une section S, d'accord, telle que Pi 1 rond S est égal à l'identité, l'identité de Rn-0. Puisque ce qu'on veut, c'est que quand on part de U, on fait S de U, puis on refait Pi1 de S de U, et on revient sur U, c'est ça l'égalité que je veux. Donc finalement, une section continue, hein, évidemment, hein, S continue. Donc finalement, ça se dit assez bien en termes de section. Voilà, on va se poser cette question-là, qui est très naturelle à partir du moment où on a la topologie de Rn, la topologie des matrices, et finalement le théorème de la base incomplète. On fait un mix de tout ça. Bien. Pour n égale 1, il n'y a pas de souci, d'accord, c'est une bijection, puis 1, c'est l'identité, donc là, c'est juste une farce. Pour n égale 2, en fait, on se sert du fait que sur R2, il y a un produit scalaire, et l'orthogonale, un produit scalaire canonique, hein, et l'orthogonale ici, de xy, il y a un orthogonal direct, naturel, qui est moins yx, d'accord? Ben oui, donc ça nous fait effectivement une fonction continue qui a xy, ici, non nulle, donne xy moins yx, et on vérifie que c'est bien dans GL2, ben oui, puisque x2 plus y2, c'est non nul, c'est même strictement positif à partir du moment où x, y sont non nuls. Donc pour n égale 2, ça marche. Et là, pour n égale 3, on commence à tomber sur un os. On va voir tout à l'heure qu'on se ramène à la question suivante. On va partir, bon, vous vous doutez qu'on peut toujours supposer U ici de norme 1, d'accord, ça c'est pas très cher hein, de se ramener à ça, et on cherche finalement, pour continuer ce qu'on a fait pour n égale 2, et on s'y ramènera tout à l'heure, eh bien on cherche un vecteur V de U, avec V qui est égal à V de U, hein, donc un vecteur V. On va le prendre de norme 1 aussi, hein, de préférence, on peut toujours se ramener à le prendre de norme 1, qui soit non nul, évidemment, et qui soit orthogonal à U. Effectivement, si j'ai un vecteur qui est continu en U, hein, V, et qui est orthogonal à U, alors je vais faire le produit vectoriel, et j'aurai mon troisième vecteur, qui sera non nul aussi. Donc, on aura gagné. Mais il faut déjà avoir cette application-là. Et cette application, déjà, elle est difficile. En fait, qu'est-ce que ça veut dire que V est orthogonal à U? Vous avez U qui est de norme 1, qui est sur la sphère S2, et en U,
eh bien, vous allez avoir votre vecteur donc en U, donc vous avez U sur la sphère, et votre vecteur V va être orthogonal à U, donc tangent à la sphère au point de la sphère défini par U. Bien. Alors, est-ce qu'on peut trouver donc une telle application continue? Du coup, cette interprétation par vecteur tangent fait que on peut chercher finalement des lignes de niveau sur la sphère qui vont nous donner des vecteurs tangents. Mais le problème, c'est qu'on aura toujours des singularités. Regardez, plutôt, si par exemple je prends ici des parallèles, hein, on a notre sphère ici, d'accord, voilà, ça c'est axe x, y et z comme ça, et je vais avoir des parallèles, je vais prendre des parallèles. Bien. Et bien, ça va me donner quoi? Si U, mon vecteur, c'est x, y, z, eh bien, V, étant donné que ce sont des parallèles, on va avoir z égale 0, et là, je vais reprendre mon moins y, x, je vais normaliser, oui, je vais normaliser pour que V soit de norme 1, d'accord? Eh bien, ici, je vais obtenir ce vecteur-là. Ensuite, je fais le produit vectoriel, et j'obtiens ça. Bien. Ça me fait une matrice, et il est clair par construction, puisque j'ai pris le produit vectoriel, que chaque fois j'ai normalisé, hein, ici, ici. Donc ça, c'est dans SO3. Eh bien, vous voyez qu'il y a un hic, et qu'on ne va pas pouvoir construire ça pour tout point. Et ce hic, c'est qu'on va avoir deux singularités, on le voit ici, hein, pour z égale 1 et pour z égale moins 1. C'est la signification de ce racine de 1 moins z2 ici. Vous voyez que vous avez ici deux singularités, et c'est lié au théorème de la boule chevelue. Ou, dit autrement, comme on le raconte dans Nouvelles Histoires et de Nice, chapitre 7, eh bien, est-ce qu'on peut peigner un ours? Voilà. Sans faire d'épi? Eh bien, non. Vous voyez, on ne peut pas, vous voyez, peigner ici en dimension 2. Si votre ours, il est en dimension 2, vous pouvez le peigner, donc vous imaginez que ces champs de vecteurs, c'est les poils de l'ours, vous pouvez le peigner sans faire d'épi. Voilà. Alors qu'ici, vous ne pouvez pas le faire. Si vous décidez de le peigner comme ça, d'accord, vous aurez deux épis. Alors, est-ce qu'on peut avoir joué sur ces deux épis? Oui, on peut les balader, et on peut même faire en sorte que ces deux épis n'en fassent qu'un. Mais il y en a toujours au moins un. Alors, je vous ai donné un exemple. Eh bien, on part de cet épi qui est au pôle nord, et on crée des cercles, comme ceci, autour de cet épi. Alors, comment on construit ces cercles? D'abord, je vous donne la formule telle qu'elle est. Ici, vous allez avoir votre vecteur U, et ici, votre premier vecteur V qui va être tangent comme ça à cette courbe. Eh bien, ça va donner 1 moins x de moins z sur 1 moins z, moins xy sur 1 moins z et x. Et là, vous faites votre produit vectoriel pour obtenir ça. Là, j'ai normalisé, d'accord, tout est normalisé, et j'ai une matrice, encore une fois, de SO3. Eh bien, comment je l'ai construite? En fait, en termes de fibré, ça s'appelle un pullback. C'est-à-dire que ici, vous avez la projection stéréographique, d'accord, vous avez la sphère, vous éclatez là ce point, le pôle nord, il part à l'infini, et là, vous avez le plan R2. Et ce vecteur, c'est juste le vecteur 1, 0. Vous prenez le vecteur 1, 0, vous faites finalement, donc, vous avez ce qu'on appelle un champ de vecteurs ici, c'est-à-dire à chaque point, vous devez associer un vecteur. Eh bien, chaque point, vous lui associez le vecteur constant, c'est un champ constant, 1, 0. Et ensuite, vous faites le pullback, c'est-à-dire que vous allez replier ce plan autour de la sphère par la projection stéréographique inverse, en fait, puisque la projection stéréographique, elle est de là vers là. L'infini va se retrouver là. Toutes ces droites qui sont parallèles vont se retrouver toutes tangentes en l'infini. Elles se retrouvent tout en l'infini, c'est finalement la sphère de Riemann. Et vous allez calculer
ce que devient ce vecteur-là que vous allez normaliser, hein, et vous allez obtenir ça. Voilà. Mais quand même, ce que vous constatez, c'est que 1 moins z est au dénominateur, et là, cette fois-ci, on n'a pas deux singularités, on en a une, mais quand même, elle est irréductible. Et en fait, un théorème, le théorème de la boucle chevelu, vous dit que c'est pas possible de faire mieux. Donc, moralité, on a une version continue pour n égale 1, pour n égale 2, mais pas pour n égale 3. Mais on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On va regarder le cas n égale 4, etc. Et on va en déduire quelque chose, vous allez voir, d'assez général. Même si on ne va pas tout démontrer, on va se reposer sur un théorème célèbre et sur un argument d'autorité. Alors, l'exemple le plus merveilleux qu'on puisse avoir, et on n'en aura pas d'autre d'ailleurs, le plus merveilleux, mais c'est pour la dimension 8. Regardez, vous partez d'un vecteur, donc il est normé, hein, donc la somme des carrés ici de ces éléments, ça fait 1. Donc x0 carré plus y0 carré plus z0 carré, etc. Ensuite, je passe à x1 carré plus y1 carré, z1 carré, t1 carré. Toute cette somme, ça vaut 1. Eh bien, vous allez vérifier que cette matrice, que j'ai déjà introduite au moment des octonions, elle est dans SO8. Voilà. C'est magnifique. Ah, on entend la pluie. Alors vous allez me dire, d'où vient cette matrice? Ben justement, regardez sur la vidéo, elle vient des octonions. Les octonions, c'est un espace de dimension 8, muni, donc un R espace de dimension 8, muni d'une multiplication qui n'est pas associative, mais muni d'une norme qui, elle, est multiplicative, c'est-à-dire qu'on a NUV égale NU fois NV. Donc maintenant, si je prends un U dans S7, d'accord, donc S7, c'est la sphère, hein, d'accord, c'est la sphère de R8, elle est en dimension 7, là je mets ce que je mets ici, c'est la dimension. Je regarde U donne LU, la multiplication à gauche par U, donc l'application qui a V donne UV, donc qui est une application linéaire, et de plus, comme U est de norme 1 et que la norme est multiplicative, vous avez N de UV égale 1 fois N de V, donc égale N de V, donc ça préserve la norme, c'est linéaire, ça préserve la norme, évidemment c'est dans O8. Bon, avec un argument de continuité, parce que c'est évidemment continu, puisque c'est une multiplication, ben ici, vous êtes dans SO8, parce que vous êtes dans la composante connexe de l'identité. Hein. Bon, parce que pour U égale 1, vous avez l'identité, et vous n'avez pas changé, comme c'est continu, vous n'avez pas changé de composante connexe. La composante connexe de l'identité de O8, c'est SO8. Donc vous êtes dans SO8. Ce qui fait que finalement, cette matrice, vous pouvez le vérifier, son déterminant, c'est 1. Je n'ai jamais fait le calcul, hein. Qui l'a fait, je ne sais pas. Mais son déterminant, c'est bien. Vous voyez qu'elle possède des sous-matrices. Ici, vous reconnaissez la matrice pour n égale 1. Ici, c'est la matrice qu'on a trouvée pour n égale 2. Et bien ça, c'est la matrice qu'on n'a pas trouvée, mais qu'on aurait trouvée avec les quaternions, en faisant la même chose pour les quaternions, avec H isomorphe à R4. Et ici, on voit bien qu'on a encore des sections, c'est-à-dire on a un théorème de la base incomplète en version continue. Bien. Donc pour n égale 1, 2, 4, 8, les voilà. Eh bien, c'est tout, et je vais l'expliquer. D'abord, je vais rappeler la décomposition QR. Si on a A dans GLN de R, eh bien, il existe un unique Q et un unique R, avec Q orthogonal et R triangulaire, strictement supérieur, avec des éléments strictement positifs sur la diagonale, que j'appelle Tn strictement positif, comme ça. En fait, QR vient du procédé d'orthogonalisation de Gram et Schmidt. C'est-à-dire que A, ça va être une base, d'accord? Vous regardez A en colonne, et ce que vous voyez en colonne, puisque vous êtes dans GLN de R, c'est une base, dont U est le premier vecteur. Et Q, ça va être rien d'autre que la base obtenue à partir de cette base, qui est orthonormée par le procédé de Gram-Schmidt. Et R, ça va être les relations entre les EJ et les BI, en quelque sorte. Donc finalement,
c'est l'écriture de Gram-Schmidt. Bon, il est évident que Q est continu en A, pour plein de raisons. Vous avez, sans calcul, par un argument de compacité très simple et très habituel, mais vous pouvez regarder le calcul que nous donne Gram-Schmidt et voir qu'il nous donne que des fonctions continues. Donc vous avez ici un homéomorphisme entre GLN de R et ON croix TN strictement positif. Donc en particulier, vous avez une projection ici de GLN sur ON qui est continue. Donc Gram-Schmidt est à la fois pratique et très théorique. C'est agréable. Regardez, si maintenant je suppose que j'ai un théorème de la base incomplète en version continue. Donc j'ai quelque chose qui va de Rn-0 dans GLN de R qui est continu. Une section de la projection, ce qu'on avait dit au départ, sur la première coordonnée. Bon, sur le premier vecteur. Donc maintenant, je restreins mon application à Sn-1, donc j'ai une application continue de Sn-1 dans GLN de R. Bien. Et avec ma projection ici sur ON, j'ai une application continue ici de Sn-1 dans ON. Mais quand on fait Gram-Schmidt, ici quand on a U en premier vecteur, ici on a U aussi en premier vecteur. Donc là, ma matrice ON possède U en premier vecteur. Bien. Alors vous allez me dire maintenant, les autres vecteurs, les autres vecteurs, ils sont orthogonaux. Ça veut dire qu'ils sont dans l'hyperespace qui est tangent à la sphère, à l'hypersphère. Bien. D'accord? Donc ils vont être, faut les imaginer, là ici vous allez avoir votre vecteur U, là comme ça, et là vous allez avoir vos vecteurs orthogonaux, toute une bande de vecteurs orthogonaux, indépendants, comme ça, qui vont constituer les colonnes de la matrice de ON correspondant à U, et ça va être continu en fonction de comment vous déplacez votre point. Bien. Ben ouais, mais là maintenant, argument d'autorité que je vous avais annoncé, c'est le théorème d'Adams. Bon. Soit P de n, le nombre de sections, alors de sections globales, c'est-à-dire sur Sn-1 tout entier, continue, indépendante du fibré tangent à la sphère. Donc finalement, combien on peut trouver de vecteurs indépendants qui sont comme ça dans le plan tangent à la sphère, et de sorte à ce que ça crée une application continue. Donc ça c'est P de n. On voit ici que pour n égale 2, voilà, P de n est égal à 1. Pour n égale 3, on a vu que P de n est égal à 0. D'accord? Ici, pour n égale 4, on voit que P de n est égal à 3. Pour n égale 8, on voit que P de n est égal à 7. Et bien, voici le résultat. P de n égale 0 si n est impair, donc c'était le théorème de la boule chevelue finalement, on est obligé d'avoir un épi. Et P de n égale n-1 si et seulement si n égale 2, 4 ou 8. J'ai pris n strictement supérieur à 1 pour le cas impair, parce que voilà, bon, de toute façon, oui, bon, j'ai même pas besoin, parce que pour P de 1, ça fait 0 de toute façon. Voilà, on arrive au théorème d'Adams à partir d'une recherche d'une version continue du théorème de la base incomplète et de la décomposition QR. Voilà. Alors maintenant, ça donne envie de se plonger dans les fibrés vectoriels, et en particulier, ça peut nous dire que les problèmes topologiques sur GLN de R dépendent uniquement de la partie orthogonale, ici, ON, et pas de l'autre partie, que ce soit pour la décomposition polaire ou vis-à-vis de la décomposition QR. Voilà, allez, on va s'arrêter là.